Bonjour à tout le monde. Donc, notre webinaire est intitulé « Gérer efficacement les risques avec l'automatisation ». Configurez vos propres classifications, les réponses, les méthodes de calcul, la matrice et gérer le cycle de vie des risques avec aisance et confiance. Donc, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire organisé par le cabinet Global qui est partenaire d'un éditeur de logiciels que nous allons voir tout à l'heure et qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre ou l'automatisation des processus de GRC, donc gouvernance, risque et conformité. Donc, la présentation va se structurer autour de ces 3 points. Déjà, l'intervenant. Ensuite, nous allons présenter les principes de notre logiciel d'automatisation avant de passer à la phase d'atelier pratique et simulation avec le logiciel, surtout le module gestion des risques de notre logiciel. Donc, voilà globalement ma présentation. Je m'appelle Éric Kamenye-Forme. Je suis consultant dans les domaines de l'audit interne, la gouvernance, le risque et la conformité pour le contrôle interne, si vous voulez. Donc, je cumule un certain nombre de certifications dans ces domaines qui sont mes domaines de prédilection. Et vous avez, n'est-ce pas, un échantillon des certifications que j'ai eu l'honneur de passer, certifications internationales, bien entendu, dans le domaine de la gouvernance, le risque et le contrôle, notamment avec, je vais dire, pour ce qui est du contrôle interne, j'ai passé les certifications CICRP, professionnel certifié en contrôle interne et risque, la certification CICA, auditeur certifié dans le contrôle interne, le CICS, c'est spécialiste certifié en contrôle interne, avec le CICP, professionnel certifié en contrôle interne également. Dans le domaine de l'audit interne, le CIA, qui est très connu, certification en audit interne, le CESIA, spécialiste certifié en audit interne, le CEMIA, manager certifié en audit interne. Et dans le domaine de la gestion des risques, le CRMA, Risk Management Assurance Certification, le CRMS aussi, spécialiste certifié en gestion des risques, et également une certification dans la gestion des risques financiers, notamment avec le CFRM. J'ai également dans le domaine de l'audit fait le CGAP et le CPSA. C'est des certifications qui sont spécifiques à l'audit dans le domaine public. Et quelques certifs dans le domaine de la conformité avec le CCP, le CCS, le CCM, manager certifié en conformité. Et j'ai également fait une certif, sinon 2, dans le domaine du GRC de manière globale, notamment le GRCP, professionnel du GRC, et le GRCA, auditeur du GRC. Dans la gouvernance, j'ai fait le CCGE et le CBM. Le CCGE, c'est expert certifié en gouvernance d'entreprise, et le CBM, membre du conseil d'administration certifié. Donc, je suis promoteur et chef de mission au cabinet Global Elite Conseil qui organise ce webinaire. Également directeur général de IPE Formation, un centre de formation qui accompagne dans la préparation des certifications internationales, parmi lesquelles celles que je viens de citer. Président de l'Institut du contrôle interne du Cameroun et vice-président du conseil d'administration. Entendez gouvernance, risque et conformité. C'est une pratique de management au même titre que les ventes, le marketing, les ressources humaines. Nous la pratiquons tous de manière légèrement différente,
pour nous adapter aux circonstances individuelles de notre organisation. Vos entreprises et les nôtres, par exemple, ont des budgets, des ressources qui sont complètement différents. Donc, le logiciel Eramba, que nous allons présenter tout à l'heure, utilise la GRC d'une certaine manière. Et il est important que vous compreniez quelle est cette méthode afin que vous puissiez la comparer avec vos propres méthodes et décider si elle vous convient ou pas. Donc, notre logiciel organise ces modules de base en deux. Les problèmes d'un côté, les solutions de l'autre. Il y a des problèmes et il y a des solutions. Donc, les problèmes que vous avez à l'écran en bleu sont notamment la conformité. Donc, ça à quoi vous devez vous conformer. Ça peut être la norme ISO 27001, la Sarbanes-Oxley, la norme PCI DSS, ou même les lois, les réglementations auxquelles vous devez vous conformer. Pourquoi est-ce que c'est des problèmes? Parce que vous devez trouver des solutions pour pouvoir démontrer aux auditeurs ou bien à d'autres parties prenantes comment vous faites pour vous conformer, notamment à ces règles-là. Nous avons dans la catégorie des problèmes aussi les risques. Donc, tous les risques pour votre organisation. Et la dernière catégorie de problèmes, c'est la confidentialité des données ou la protection des données. Vous devez être capable de répondre à la question, comment est-ce que vous protégez vos données? Maintenant, les solutions en vert sont notamment les politiques, qui peuvent être les diagrammes, les normes, les procédures, etc. Ce sont des politiques qui peuvent être rédigées, n'est-ce pas, pour répondre aux problèmes qu'on a vus. Okay? Vous avez également les contrôles internes, qui sont des activités que vous menez, n'est-ce pas, pour répondre à ces problèmes, notamment les risques. Ça peut être l'examen des pare-feux, le cryptage des ordinateurs, l'évaluation des droits d'accès. Bref, toutes les activités qui sont menées dans l'optique de résoudre les problèmes. Donc, lorsqu'un problème n'a pas de solution, vous avez deux options dans notre logiciel. Soit vous créez une exception, soit vous créez un projet, ou vous créez les deux. Les exceptions, en fait, c'est au cas où l'organisation décide de ne pas s'occuper du problème, du moins pour le moment. Okay? Et les projets sont utilisés lorsque la solution n'est pas disponible aujourd'hui, mais qu'il le sera à l'avenir. En fait, la chose importante à comprendre à ce stade est que vous implémentez notre logiciel Eramba en faisant deux choses importantes. Vous commencez par indiquer les problèmes que rencontre votre organisation. Et les problèmes sont là en bleu. Ensuite, pour chacun de ces problèmes, vous allez vous demander quelle solution, sous la forme de contrôle interne, de politique, existe dans votre organisation. S'il n'y a pas de solution, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez peut-être créer des exceptions ou créer des projets. OK? Le plus important, c'est que cela reflète la réalité de votre organisation. Lorsqu'on examine les solutions et les problèmes, il est important de noter que nous parlons des solutions et des problèmes réels qui existent dans votre organisation. Et il n'y a pas de modèle ou de template pour cela, puisque chaque organisation a sa particularité. Okay? Par exemple, tout le monde a un contrôle interne appelé chiffrement des données, parce que tout le monde chiffre les données. Mais nous utilisons des technologies différentes, des procédures différentes, des équipes différentes pour mettre en œuvre ce principe de chiffrement des données. Tout le monde peut avoir une procédure pour approvisionner ou désapprovisionner les comptes clients ou les comptes dans un système. Mais une fois encore, même si elles se ressemblent toutes, elles ont
indéniablement des différences. OK? Tout le monde peut être victime d'un vol, ou bien toutes les entreprises peuvent être victimes d'un vol, mais les circonstances seront encore différentes pour chaque entreprise. Et l'impact même et la probabilité seront également différentes. Donc, c'est pour ça qu'avec notre logiciel Iramba, nous voulons que vous reflétiez la réalité de votre organisation et il n'y a pas un modèle typique pour cela. La seule chose que toutes les organisations ont généralement en commun, ce sont les exigences de conformité. Si vous avez adopté par exemple ISO, ce sera les mêmes exigences pour une autre organisation, ou bien PCI, ou bien d'autres normes. Le reste doit venir de vous. Donc, le premier principe de notre logiciel, c'est celui qui stipule que pour chaque problème, il y a une solution. Si un auditeur vous demande, par exemple, comment est-ce que vous répondez à une exigence ISO, il vous suffira, comme on le verra tout à l'heure, de vous connecter à notre logiciel Iramba, suivre les flèches indiquées jusqu'à la solution qui est associée à ce problème de conformité-là. Si quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une politique ou d'un contrôle interne, qui sont des solutions, hein, vous pouvez juste suivre les flèches jusqu'au problème qui a motivé le besoin de cette solution. OK? Donc, c'est un tableau. Le schéma que vous avez, c'est un schéma typique utilisé dans Iramba pour décrire l'interrelation ou l'interdépendance entre les différents modules. Donc, bien entendu, les politiques ou le module politique est utilisé pour répondre, n'est-ce pas, à des problèmes qui peuvent être des risques, des contrôles internes ou des problèmes de confidentialité des données. Et c'est la même chose pour les contrôles internes, les exceptions et les projets. Donc, l'autre principe important du logiciel, c'est l'effet de levier. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas si compliqué aujourd'hui pour une entreprise ou une organisation d'avoir 500 problèmes ou plus, 1000 problèmes. Par exemple, la norme ISO 27001 comporte au minimum 150 exigences. Vous avez la norme PCI DSS qui comporte 260 exigences. Chaque exigence est un problème dans notre logiciel pour lequel vous devez apporter des solutions. Donc, si l'on ajoute à cela, sans risque, sans flux de données, problème de protection des données, on peut facilement atteindre les 500 problèmes ou plus. Donc, si vous avez 500 problèmes, dans notre logiciel, vous n'avez pas besoin de 500 solutions parce que les solutions seront réutilisées plusieurs fois pour résoudre vos problèmes. C'est pour ça qu'on parle d'effet de levier. Okay? Donc, l'effet de levier convenu au sein de la communauté des utilisateurs de notre logiciel Iramba est que pour chaque solution, vous allez traiter entre 5 et 15 problèmes. Donc là, c'est le constat général. Okay? Donc, l'exemple de cette situation est illustré dans le tableau que vous avez à l'écran là. Vous avez par exemple une politique de gestion de la vie privée pour laquelle vous avez deux normes, la norme ISO 27002 et une norme IPA High Trust. Okay? Et pour chaque norme, vous avez d'autres éléments qui sont liés à cela, notamment les actifs, notamment d'autres procédures qui sont rattachées et même d'autres problèmes qui doivent être résolus à partir de cette norme-là. Donc, l'effet de levier veut que pour un problème qu'il n'est pas automatiquement nécessaire ou qu'il ne soit pas automatiquement nécessaire de créer une solution dans Iramba, parce qu'une solution qui est déjà créée peut être utilisée ou réutilisée à plusieurs reprises pour répondre à d'autres problèmes. L'autre principe clé, c'est les statuts, et on va le voir tout à l'heure. Okay?
comprenez que la GRC doit être considérée comme un écosystème. Quoi qu'il arrive à vos solutions, vos problèmes devraient s'en ressentir. Donc, si une solution n'est pas vraiment mise en œuvre, par exemple, ou ne fonctionne pas, ou fonctionne partiellement, cela devrait se refléter dans les problèmes. Parce qu'il s'agit peut-être, peut-être il ne s'agit même pas d'une véritable solution. Peut-être que la solution n'est pas adéquate par rapport au problème. Donc, supposons que vous avez un problème qui est un risque, et le risque, c'est que votre site web peut être piraté. Okay? Vous avez créé le risque. Puis, vous avez documenté le fait que la solution à ce problème, c'est un contrôle interne qui est appelé analyse des vulnérabilités de votre site Internet. Dans le cadre de ce contrôle interne, une analyse va être effectuée à chaque fois pour vérifier l'existence du problème qui a été défini. Bon, jusqu'à présent, vous avez donc appliqué le premier principe de notre logiciel qui est que pour un problème, il faut une solution. Maintenant, imaginez que quelqu'un ait oublié d'effectuer des contrôles, des vérifications ou des audits sur ce contrôle interne et que votre site web soit piraté. Bon, les gens vont naturellement penser que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé ou bien que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre entreprise et ce n'est pas très joli à voir, ce n'est pas très professionnel. Donc, si vous affirmez qu'il existe des solutions, ces solutions, vous devez vous rassurer qu'elles sont présentes, qu'elles fonctionnent bien et vous devez suivre son état d'avancement. Et pour éviter ce type de situation que je viens de décrire, le principe, ou bien le troisième principe que j'évoque ici, c'est le principe de statut. Donc, chaque chose qui est créée dans notre logiciel doit avoir un statut, surtout les solutions. Par exemple, les projets, les exceptions et les politiques sont soumis à des délais d'examen obligatoires dans notre logiciel. Si vous ne faites pas cet examen-là à temps, ils vont obtenir un statut jaune. Okay? Vous pouvez facultativement décrire une méthodologie et un calendrier de tests pour vos contrôles internes, par exemple. Si vous ne les testez pas à temps, ils vont obtenir un statut jaune. Si les tests échouent, ils vont obtenir, par exemple, un statut rouge pour dire que les tests ont échoué. Donc, cette capture d'écran que vous avez actuellement montre clairement les politiques avec leurs évaluations et les étiquettes qui nous indiquent celles qui sont correctes, notamment OK, et celles qui ne le sont pas, notamment Review Expired, que la revue a expiré. La même chose s'applique à n'importe quel module de notre logiciel Iramba. Donc, ce n'est que lorsque tout est examiné dans les délais que les étiquettes sont vertes. Si une solution obtient un statut jaune, le problème qui en découle, comme on le verra tout à l'heure, héritera également de ce statut-là. Nous allons voir tout à l'heure les risques qui sont présentés et qui montrent clairement ces étiquettes. Mais déjà, dans la capture d'écran que vous avez le risque qui est indiqué. Par exemple, prenons un risque, le premier risque là, qui a un statut OK. Okay? Donc, l'utilisation du deuxième principe est très facile à dire, notamment en se posant les bonnes questions. Si c'est une exigence de conformité, est-ce que je suis en conformité? À tout moment, dans notre logiciel, vous pouvez savoir si c'est le cas ou pas. Si c'est les risques, est-ce que ces risques-là sont atténués? Est-ce que les solutions apportées à ces risques ont été revues? Quels sont les résultats auxquels on est parvenu? Et vous aurez un statut peut-être jaune ou rouge qui vous rappelle, n'est-ce pas, l'état d'avancement de ce risque ou bien le suivi de ce risque dans l'entreprise. Rappelez-vous toujours que tout le monde peut dire qu'il a des solutions, mais la plupart ne peuvent pas prouver l'efficacité de ces solutions-là.
Donc, notre logiciel, surtout le module que nous allons voir tout de suite, est structuré autour, n'est-ce pas, d'un écosystème. C'est tout un écosystème. Et comprendre un module, c'est forcément comprendre les autres modules parce qu'ils sont interreliés. On va voir par exemple qu'il y a des risques liés aux actifs, les risques liés aux tiers, les risques liés au processus de l'entreprise. Et chaque catégorie de risque, lorsque vous allez le créer, vous allez créer donc l'actif correspondant, le tiers correspondant, ou bien même l'unité d'affaires correspondant. Et pour chaque catégorie de risque, donc, vous aurez des solutions qu'il faudra créer sous forme de politique, sous forme de contrôle interne, sous forme d'exception ou sous forme de projet, comme je viens de le dire il y a un instant. Donc, voilà pour la partie théorique de notre webinaire. Maintenant, nous allons entrer dans la simulation pratique. Donc, je vais me connecter. Quand vous vous connectez au logiciel, vous tombez directement dans cette interface. Et vous avez donc un menu à votre gauche. Vous avez Dashboard, donc l'écran d'accueil. Vous avez un menu pour intituler Programme. Vous avez un menu intitulé Organisation. Vous avez un menu Gestion des actifs, Asset Management. Vous avez un menu pour les contrôles internes. Et vous avez un menu pour la gestion des risques qui nous intéresse aujourd'hui. Mais vous avez également un menu pour la conformité, donc Compliance Management. Vous avez un menu pour les politiques, les projets, Security Operations. Et vous avez un menu pour les paramétrages, la création des comptes et autres. Mais nous allons nous focaliser sur le menu Risk Management. Notre logiciel Eramba gère les risques de 3 manières différentes. Okay? Il y a la gestion des risques liés aux actifs. Il y a la gestion des risques liés aux tiers, third party risk management. Et il y a la gestion des risques liés au processus de l'entreprise, donc business risk management. Chacun d'entre eux possède son propre module. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils fonctionnent presque tous de la même manière. C'est-à-dire que les 3 modules fonctionnent à 99% de la même manière. Ce qui change, c'est le input de chaque risque. Okay? C'est l'entrée ou la matière première que chaque risque, chaque catégorie de risque reçoit. Dans la gestion des risques liés aux actifs, donc Asset Risk Management, les données d'entrée seront les actifs que vous allez définir ici dans Asset Management. Dans la gestion des risques liés au tiers, la donnée d'entrée sera le tiers que vous allez définir ici dans Third Party Risk Management. Dans le tiers, vous allez définir le tiers ici dans Organisation, Third Party. Et vous allez lier le risque à ce tiers-là. Et pour chaque tiers, même, vous pouvez définir les actifs que vous partagez avec ce tiers. Ça peut être un fournisseur, hein, et vous partagez un actif avec ce fournisseur. Dans le cas de la gestion des risques liés au processus de l'entreprise, le Business Risk Management ou Business Impact Analysis, si vous voulez, les données d'entrée seront les fonctions de l'entreprise et leur processus, parce qu'il s'agit des risques liés au processus de l'entreprise. Et vous allez définir cela ici en haut, dans Organisation, okay, Business Unit. Par conséquent, les 3 modules de la gestion des risques dans notre logiciel fonctionnent quasiment de la même manière. La seule chose qui change, c'est la donnée d'entrée qui est appelée input. Et cela dépend de la manière dont vous faites la gestion des risques dans votre entreprise. Si par exemple, vous évaluez un fournisseur, vous utiliserez probablement le module risque pour les tiers, donc Third Party Risk Management. Si vous faites la gestion des risques de manière générale, notamment pour vous conformer à la norme ISO
PCI, alors vous allez probablement vous focaliser davantage sur la gestion des risques liés aux actifs. Okay? Aussi, si votre risque porte sur quelque chose de tangible, il est probable que le module gestion des risques liés aux actifs soit celui qu'il vous faut. Mais si vous considérez les risques à partir d'une perspective business, alors le business risk management est typiquement ce dont vous avez besoin. Autrement dit, si vous évaluez la continuité d'un processus de l'entreprise, vous utiliserez certainement le module de gestion des risques liés au processus de l'entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez créer ces business units et leur processus ici. Donc, entrons par exemple dans la gestion des risques liés aux actifs. Donc, le module risque de notre logiciel Eramba documente les risques de la même manière que vous le ferez pour un registre des risques. Okay? Comme vous le voyez, nous avons quelques risques là. Vous avez le nom des risques, vous avez les titres des risques et vous avez plusieurs colonnes que vous allez utiliser pour expliquer le contexte de chaque risque que vous créez dans notre logiciel. Autrement dit, chaque risque aura plusieurs attributs. Par exemple, les personnes qui en sont responsables, vous avez là GSI Contact, Risk GSI Contact, vous avez Risk Originator Contact. Donc, c'est les personnes qui sont responsables de ce risque-là. Étant donné que nous sommes dans le module risques liés aux actifs, vous pouvez également ajouter des actifs à vos risques. C'est-à-dire que ces risques-là s'appliquent à une catégorie d'actifs que vous allez définir ici. Donc, ces données d'entrée-là permettent de situer vos risques dans leur contexte et de les expliquer ou de pouvoir les expliquer à des personnes qui sollicitent l'information. Ces données seront naturellement soumises à des menaces et à des vulnérabilités. C'est pour ça que vous avez les vulnerability tags et les threat tags. Okay? Notre logiciel Eramba est livré avec une base de données de menaces et de vulnérabilités qui sont définies par défaut. Et vous pourrez choisir celles qui s'appliquent à vos risques et les décrire sous forme de texte. Et vous pouvez les saisir ou bien vous pouvez choisir dans les menus qui vous seront donnés. Eramba essaiera à chaque fois de vous suggérer des menaces et des vulnérabilités typiques basées sur les types d'actifs que vous allez définir ou bien les catégories de risques que vous allez définir. N'oubliez pas que ça se présente comme un registre des risques ou bien un tableau Excel. Donc, très facile à exploiter. Vous devez également définir pour chaque risque comment vous souhaitez traiter ce risque-là. Notre logiciel utilise les 4 options habituelles de traitement. Donc, accepter, éviter, transférer ou atténuer. Le risk treatment, il y a 4 grandes catégories de traitement du risque qui sont définies par défaut, mais que vous pouvez modifier à votre convenance. Une fois que vous avez choisi l'une de ces options, par exemple mitigate, vous devez maintenant déterminer les modules de traitement que vous allez associer, n'est-ce pas, au risque. Dans notre logiciel, pour chaque risque, vous pouvez lier les projets. Vous avez Project qui est là. Généralement, c'est lorsque vous souhaitez atténuer le risque, mais que vous n'avez pas de solution disponible actuellement en termes de contrôle interne ou de politique et que la solution est planifiée pour l'avenir. Alors, vous allez créer un projet et il y a le module projet qui est là, Project Management. Vous allez venir créer un projet dans ce module. Vous avez Internal Control, donc les contrôles internes, que vous pouvez attacher à chaque risque. Ce qui implique que tu as des contrôles en place pour mitiger ce risque-là.
et que les gens vont faire les choses pour que le risque soit maîtrisé. Il y a des choses que les gens vont faire pour que le risque soit maîtrisé. Et les contrôles internes sont documentés ici, dans contrôle catalogue. Vous allez créer les contrôles internes que vous allez joindre, n'est-ce pas, à ce risque. Vous avez également les politiques, treatment policies, ok? Lorsque vous souhaitez atténuer le risque et qu'il y a des politiques, des contrôles catalogue de contrôle, et vous allez définir vos politiques ici, policies. Ok? Donc, les exceptions sont utilisées lorsque vous avez des risques pour lesquels personne ne veut faire vraiment quelque chose et vous voulez documenter cette décision. Vous voulez documenter cette décision de ne rien faire. Autrement dit, lorsque tout le monde est d'accord pour dire que le risque existe, mais qu'il n'y a rien à faire pour le moment, vous allez créer, n'est-ce pas, des exceptions. Et les exceptions sont documentées dans le module Risk Management, Risk Exception. Donc, vous pouvez créer une exception et l'attacher à chaque risque. Donc, très souvent, les entreprises ou les organisations utilisent une combinaison de toutes ces options de traitement. Par exemple, vous pouvez atténuer partiellement le risque et par conséquent avoir 2 contrôles et une exception et même un projet. Okay? Donc, vous pouvez pour un risque avoir 2 contrôles internes, une politique, une exception et un projet en cours pour ce risque-là. Donc, en résumé, si vous créez un risque dans notre logiciel, vous avez ensuite besoin des données d'entrée que nous venons de présenter. Ça peut être les actifs, et là, vous êtes dans les risques liés aux actifs, Asset Risk Management. Ça peut être les tiers, et vous utilisez donc le Third Party Risk Management, ou ça peut être les unités opérationnelles ou bien les processus de l'entreprise, et là, vous utilisez le Business Risk Management. Donc, il s'agit de modules distincts liés à vos risques. C'est pourquoi vous devez comprendre plusieurs modules pour utiliser le module risque de notre logiciel. Parce que pour créer un risque lié aux actifs, vous aurez besoin de créer les actifs ici dans le module Asset Management. Pour créer les risques liés aux tiers, vous aurez besoin de venir dans Organisation et créer les tiers. Et pour créer des risques liés au processus de l'entreprise, vous allez donc venir dans Organisation et créer des business units et ensuite créer des actifs même qui sont liés à ces business units. Vous avez également tous les aspects liés à la classification des risques. Vous allez devoir classifier les risques en 2 phases. Vous avez la phase d'analyse qui est là, Risk Score Analysis. Lorsque tu identifies, c'est-à-dire au moment où tu l'identifies, avant même que les contrôles ne soient mis en place. Ça, c'est la phase d'analyse du risque. Et vous avez la phase de traitement du risque qui est là, Risk Score Treatment. Quand tu as déjà appliqué les traitements, vous voyez, les traitements sont au milieu, sous forme de contrôle interne, de politique, de projets et autres, et d'exceptions. Et vous avez donc une évaluation qui est faite après que les traitements soient appliqués. On parle parfois de risques résiduels. Donc, pour toutes les configurations de vos risques, vous allez partir dans Settings. Donc, vous avez un menu en haut là qui permet de paramétrer vos risques. Donc, pour toutes ces configurations, vous allez dans Settings et vous avez donc la classification. Vous allez définir la classification, vous allez définir les méthodes de calcul et vous allez définir l'appétit pour le risque. Vous allez définir, prenons par exemple, commençons avec la classification. Vous devez indiquer à Eramba comment vous souhaitez classer et afficher vos risques dans une matrice. Donc, vous avez les types de classification que vous allez définir ici. Et ensuite, vous pouvez classer vos risques
comme vous le souhaitez, à condition d'utiliser au moins 2 dimensions. Par exemple, la probabilité et l'impact. Okay? Donc, choisir l'une des méthodes de calcul disponibles et configurer la matrice des risques avec les titres, les couleurs que vous allez définir. Nous allons voir ça plus tard. Mais regardons d'abord la classification. Si vous venez par exemple dans classification, les classifications que vous avez à l'écran actuellement sont des exemples de classification de vos risques. Vous avez par exemple les types de classification que vous aurez définis, par exemple la probabilité et l'impact. Donc, ça c'est pour utiliser une matrice en 2 colonnes. Vous avez le nom de la classification que vous allez donner, le nom que vous allez donner à chaque type de classification. Généralement, c'est sous forme d'échelle, élevé, moyen, faible, aussi bien pour la probabilité que pour l'impact. Donc, et vous avez le critère que vous allez utiliser pour interpréter, n'est-ce pas, chaque échelle de classification. Vous avez la valeur qu'il faudra attribuer, n'est-ce pas, à chaque critère. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la méthodologie qui vous convient le mieux, nous vous recommandons de faire les choses simplement. Le plus important, c'est que cela fonctionne. Okay? Donc, vous allez définir votre matrice. Vous allez définir les types de classification, notamment probabilité et impact. Vous allez définir l'échelle. Vous allez définir les critères, donc comment interpréter. Et vous allez définir les valeurs. Bon, les valeurs les plus simples, c'est une échelle de 1 à 3. 1 pour faible, 2 pour moyen, 3 pour élevé. C'est des exemples. L'important, ce sont les critères que vous utilisez pour classer les risques dans les bonnes catégories. Et vous avez les critères là au milieu. Vous avez besoin de critères simples, mais très clairs, okay, que vous pouvez expliquer facilement à tout le monde, notamment aux opérationnels. Par exemple, au niveau de la probabilité, on peut dire une probabilité faible veut dire que le risque n'est jamais arrivé auparavant et a très peu de chances de se produire à l'avenir. On peut dire qu'une probabilité moyenne, medium, c'est que le risque n'est jamais arrivé, mais cela pourrait facilement se produire, par exemple. Et la probabilité faible, non, élevée plutôt, veut dire que c'est déjà arrivé et cela va facilement ou cela peut facilement se reproduire. Donc, le plus important, c'est qu'à chaque échelle de notation, que vous ayez une explication pour pouvoir rendre votre classification intelligible. C'est la même chose pour l'impact. Okay? L'impact faible, ça peut vouloir dire que personne ne s'en soucierait si le risque se produit. Impact moyen, ça peut vouloir dire que les partenaires commerciaux seront au courant si cela se produit. Les partenaires, les clients, dont l'impact sera suffisamment important. Et vous avez l'impact élevé qui peut engendrer même des conséquences pénales ou bien même des conséquences juridiques, réglementaires, le retrait d'agrément, etc., si le risque se produit. Donc, comme vous le voyez, avec notre logiciel, nous suggérons toujours d'éviter les éléments impossibles à quantifier pour vous concentrer sur des scénarios auxquels tout le monde peut répondre facilement. Ça va permettre d'améliorer la culture du risque de l'entreprise et faciliter le fait que tout le monde parle le même langage en matière de gestion des risques. Donc, vous pouvez créer vos propres classifications ici en allant dans Add New pour ajouter de nouvelles classifications. Toujours dans les settings, dans les paramétrages, vous pouvez définir vos propres méthodes de calcul des risques une fois que les types de classification sont déjà définis. Donc, notre logiciel ERAMBA peut calculer automatiquement les scores de risque sur la base de vos propres paramètres de classification. Donc, dans le logiciel, le calcul du risque est étroitement lié, n'est-ce pas, à la classification du risque et à l'appétit du risque que vous aurez défini. Donc, le risk appetite et le classification.
Donc, le processus commence par décider si vous voulez avoir une ou plusieurs matrices du risque, en fait, les échelles d'évaluation. Maintenant, comment est-ce que ces matrices-là vont se présenter et quel calcul, quelle méthode de calcul est-ce que la matrice va utiliser pour calculer automatiquement le risque? Donc, si on va dans le calcul, calculation method, vous allez voir que vous pouvez choisir parmi 4 méthodes de calcul du risque, qu'on appelle ici les risk calculation method. Vous allez choisir quelle méthode de calcul du risque vous voulez utiliser. OK? Et vous disposez de 4 méthodes de calcul fondamentales, de calcul des risques, qui dépendent de la façon dont vous avez classé les risques tels qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le single matrice qui utilise l'addition, c'est-à-dire matrice unique, qui utilise un calcul d'addition. C'est une méthode qui fait la somme de vos 2 types de classification que vous aurez définis. Donc, elle va produire 2 scores de risque à la phase d'analyse telle que je l'ai montré tout à l'heure et à la phase de traitement de vos risques. L'addition. Okay? Vous avez la méthode single matrix multiplication. Donc, c'est une méthode qui utilise les 2 types de classification, donc probabilité, impact, mais elle va produire 2 scores du risque en multipliant les facteurs de risque que vous avez définis. Donc, multiplier la probabilité et l'impact, à la différence de la première méthode qui additionne. Vous avez une autre méthode de classification qu'on appelle Margaret. En fait, il s'agit d'une méthode très compliquée que nous ne conseillons jamais à nos clients d'utiliser, à moins que vous ne soyez très familier avec cette méthodologie. C'est assez complexe. Et vous avez une 4e méthode, multiple matrice multiplication. En fait, matrice multiple qui utilise comme méthode de calcul la multiplication. Donc, c'est une méthode qui suppose que vous souhaitez utiliser une seule classification pour la probabilité, mais avoir plusieurs impacts différents ou plusieurs catégories d'impacts. Vous pouvez, par exemple, définir la probabilité, mais avoir des impacts que vous classez en plusieurs catégories, notamment les impacts financiers, les impacts sur la réputation, etc. Pour chaque type d'impact, cette méthode-ci, si vous la choisissez, ça va produire 2 scores de risque pour chaque impact, à la phase d'analyse et à la phase de traitement, okay? Comme nous venons de le voir. Donc, vous devez, après avoir choisi les méthodes de classification de vos risques, les types de classification, vous devez définir donc les méthodes de calcul. Et ça se fait dans Settings, Calculation Method. Toujours dans les paramétrages, vous avez également le risk appetite. Le risk appetite qui est là. Vous allez définir les indicateurs de mesure de vos risques. Là, ici, dans risk appetite. Vous allez notamment décider quelles métriques vous utilisez. Et notre logiciel saura comment les utiliser sur la base de vos classifications. Ça veut dire que vous définissez d'abord la classification, ensuite les méthodes de calcul et maintenant le risk appetite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décrire les titres, les descriptions et les couleurs que votre matrice va utiliser. Je clique par exemple sur risk appetite. Donc, l'appétit pour le risque est utilisé pour placer le risque dans une matrice ou dans un schéma de classification basé sur le score ou bien les critères que vous avez vous-même attribués à cette matrice. Donc, notre logiciel peut produire une matrice de risque basée sur votre classification où chaque cadran peut être personnalisé. Et c'est ici que vous allez procéder à la personnalisation, notamment de la probabilité et de l'impact. Okay? Par exemple, vous pouvez dire que non, le risque sera
considéré comme sérieux si l'impact est élevé et la probabilité est élevée. Alors, tu dois lui affecter une couleur rouge. Là, c'est pour les risques sérieux, serious risk. Pour les risques moyens, vous dites si l'impact est moyen et la probabilité est moyenne, alors le risque sera moyen. Tu lui attribues une couleur, disons, jaune. OK? Vous allez faire la même chose pour toutes les évaluations des risques parce que le logiciel va utiliser ces paramétrages-là pour vous sortir donc la matrice des risques. Donc, la matrice des risques est construite automatiquement une fois que vous avez paramétré pour vous donner la base sur laquelle vous allez classifier vos risques. OK? Et c'est vous-même qui définissez tous ces critères-là dans notre logiciel. Et ici, vous allez définir la couleur, vous allez définir le titre et vous allez définir la description de chaque combinaison. Donc, probabilité élevée, impact faible, comment est-ce qu'il faut classifier cela, etc., etc. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de matrice de traitement des risques que vous pourriez obtenir à partir de l'exemple de classification dont nous venons de parler. Et tout à l'heure, quand on va parler des rapports, vous allez voir à quoi cela ressemble une matrice une fois que le rapport est extrait et ses paramètres ont déjà été définis et les données sont collectées. Les données par rapport à ces risques sont collectées dans le système. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup de deux scores de risque à la phase d'analyse et à la phase de traitement. Pour chaque risque, vous allez définir sa classification et le logiciel va calculer automatiquement le score du risque en deux étapes. L'étape d'analyse, c'est-à-dire il s'agit de classer le risque tel qu'il a été identifié pour la première fois. Et l'étape de traitement, là à l'extrême droit, là il s'agit de classer le risque après le traitement appliqué, quel qu'il soit, donc sous la forme de contrôle interne, de traitement de politique, d'exception ou de projet. Donc, au final, vous obtiendrez donc deux classifications et deux scores de risque, phase d'analyse et phase de traitement. Sur la base des coordonnées de classification que vous avez définies, le logiciel saura à quelle position de la matrice se situe votre risque et va appliquer donc l'étiquette que vous avez définie, notamment ce que vous avez à l'écran. Pour le serious risk, vous avez medium risk, vous avez low risk, risque faible en vert. Les risques sérieux sont en rouge. Non, attendez, je vais revenir là. Voilà. Donc, c'est comme un registre des risques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, vous allez remarquer que dans le registre, chaque risque a une ou plusieurs périodes de révision qui permettent de faire le suivi des changements apportés ainsi que les autorisations de ces changements. Donc, vous avez une colonne là, Reviews. Donc, chaque fois que vous créez un risque ou que vous clôturez une révision, vous devez indiquer à notre logiciel la date de la prochaine révision. Donc, lorsque vous allez créer un risque dans notre logiciel, vous devez indiquer quelle est la prochaine date de revue de ce risque-là. Et notre logiciel va s'assurer que vous ne sautiez jamais une date limite de révision grâce à l'utilisation des statuts, des notifications, des rapports dont nous allons parler tout à l'heure dans un instant. Donc, les risques ont des revues. OK? Par exemple, le premier risque là a deux revues. Donc, comme vous le voyez là, il y a un certain nombre de revues pour chaque risque. Le premier risque a deux revues, le deuxième risque a trois, le troisième a 5, etc., etc. C'est super important parce que c'est de cette manière que les parties prenantes impliquées dans le suivi de ces risques-là vont pouvoir échanger sur le cycle de vie du risque. Notamment, ils vont échanger sur les options de traitement que nous avons vues tout à l'heure.
est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc, chaque risque a une revue ou plus. Donc, quand je clique, par exemple, sur le nombre de revues, vous voyez là, show ou bien add new. Donc, montrer ou bien ajouter une autre revue. Si je clique, par exemple, sur show, ce qui se passe, c'est que je suis ramené sur le tableau des revues des risques. Parce que vous allez voir que dans le menu, dans le module gestion des risques liés aux actifs, vous avez tous les risques liés aux actifs qui sont répertoriés dans Asset Risk en haut là. Et vous avez un autre tableau qui concerne uniquement les revues. Donc, je suis redirigé automatiquement dans ce tableau de revue des risques. Dans ce tableau, toutes les revues de ce risque-là sont enregistrées. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a 2 revues. Voilà ces 2 revues-là qui sont enregistrées. Donc, une revue typique prévoit une date planifiée, si vous voulez, en fait, date prévue, si vous voulez. Donc, il y a la date de revue qui a été prévue. C'est une date dans le futur. Parce que quand vous créez un risque, vous définissez la date que vous allez revoir ou bien examiner ce risque-là dans le futur. Et vous avez également le actual date, donc la date actuelle. C'est la date à laquelle la revue a effectivement eu lieu. Et vous avez le reviewer, donc qui était impliqué dans le processus de revue. Vous avez le reviewer, vous avez la description de la revue, etc., etc. Donc, vous avez toutes les informations concernant cette revue. Et tout dans notre logiciel Eramba aura des commentaires et des pièces jointes. Okay? Si vous cliquez par exemple sur les 3 flèches qui concernent une revue en particulier, vous allez voir là Comment and Attachment. C'est un petit menu qui va s'afficher et vous avez commentaires et pièces jointes. Ce qui veut dire que dans le processus de revue, les gens vont se connecter, ils vont discuter et ça va laisser des traces écrites. Donc, toutes les discussions seront enregistrées ici. On aura donc une traçabilité sur qui a dit quoi, quand et comment. Il est important d'avoir ces preuves-là qui montrent que la gestion des risques fonctionne bien et que les choses sont dynamiques, les gens sont impliqués. Donc, si j'écris par exemple là, revue réalisée, je peux ajouter un commentaire ou bien je peux même attacher une pièce jointe pour démontrer que la revue a été réalisée. Vous voyez que ça crée le commentaire directement là. Et tous ceux qui seront impliqués dans la revue de ces risques pourront donc matérialiser le travail qu'ils ont fait pour que le risque continue à être maîtrisé. Donc, vous utiliserez également les notifications. Attendez, je reviens dans le menu principal, Asset Risk. Non, attendez. Revenons dans les revues pour bien comprendre les notifications. Donc, vous allez utiliser également le menu notification que vous avez en haut là. Notification pour signaler ou alerter les personnes qui doivent passer en revue le risque, peut-être 1 jour avant, 10 jours avant, 5 jours avant ou après la revue. Ça va aider à informer ces personnes-là qu'une revue est prévue ou bien qu'une revue est déjà dépassée, qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devraient faire. Donc, c'est un peu des mails, c'est des mails qui seront générés par le système et envoyés à ces personnes à travers des notifications. Donc, lorsque le reviewer, qui est défini ici en bas, reçoit la notification, il se connecte au logiciel Eramba et il essaye et il fournit, n'est-ce pas, des feedbacks sous la forme de commentaires et de pièces jointes telles que nous avons vu tout à l'heure ici. OK? Cela va également déclencher une notification, notamment vers l'équipe de gestion des risques. Et c'est en cela que le va-et-vient, qu'on appelle le back and forward entre les personnes impliquées dans le risque sera effectif. Donc, pour compléter la revue du risque, par exemple, tu vas venir
ici et cliquez sur les 3 traits là qui va dérouler le menu spécifique de cette revue-là. Et tu vas compléter la revue en cliquant sur Edit. Si tu cliques par exemple sur Edit, tu peux donc décider ou bien sélectionner la date du jour, puisque c'est à cette date-ci que tu es en train de faire la revue. Le reviewer, c'est qui a procédé à la revue. Tu peux donner une description du travail de revue qui a été fait et définir donc dans Next Review la prochaine date de revue. La prochaine date de revue, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une date dans le futur pour la revue de ce risque-là. Donc, si on revient dans le menu principal, vous avez donc un menu Customization, qui veut dire personnalisation. C'est vrai que nous faisons la gestion des risques plus ou moins de la même manière, mais il y a toujours quelques petites différences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans notre logiciel, vous avez la fonction personnalisation, Customization, qui permet d'ajuster le formulaire utilisé pour créer le risque. Donc, pour créer le risque, vous devez cliquer sur Action, Ajouter. OK? Et vous allez créer le risque. Il y a un formulaire qui va apparaître et vous allez devoir créer le risque. Voilà le formulaire. Donc, vous pouvez renommer tous les champs de ce formulaire à travers la personnalisation. Donc, vous pouvez renommer un champ, vous pouvez déplacer un champ, vous pouvez réorganiser les champs, vous pouvez même cacher certains champs qui sont prévus dans ce formulaire de création de vos risques. Ou bien vous pouvez ajouter des champs qui n'existent pas encore sur le formulaire par défaut. Par exemple, vous avez des champs qui sont définis là par défaut et vous pouvez les enlever et les remplacer par un champ qui vous correspond. Okay? Quoi qu'il en soit, toutes ces options-là sont pratiquement infinies et vous pouvez les utiliser pour optimiser la gestion des risques dans votre entreprise. Donc, cela s'applique à tous les modules de Ramba et tu peux faire tous ces changements-là dans le menu Customization ou bien personnalisation. Okay? Vous voyez là, j'ai tous mes champs. Si je clique là sur Customization, j'ai tous les champs qui s'affichent. Je peux les déplacer. Je peux les bouleverser si je veux avec les flèches. Je peux les cacher. Vous avez un œil là qui permet de cacher un champ si je veux. Je peux les renommer, notamment en changeant les noms des éléments qui sont là. Et je peux aussi ajouter de nouveaux tableaux ou de nouveaux champs. En cliquant sur Add New Fields, vous avez Add New Fields ou bien Add New Tab. Ajouter de nouveaux champs ou ajouter de nouveaux tableaux. Si je clique par exemple sur Add New Field, j'ai des menus déroulants qui vont s'afficher là et je peux utiliser ces menus déroulants pour choisir ce que je veux. Je peux aussi rendre des champs obligatoires. Vous avez Mandatory, c'est-à-dire en créant un champ, je peux décider de rendre ce champ obligatoire si je veux. En fait, la personnalisation est fondamentale à chaque fois que tu utilises notre logiciel parce que tu peux définir ce qui te convient le mieux en utilisant cette fonctionnalité. Donc, pour les champs, je peux choisir le nom du champ, le type de champ. Est-ce que ce sera un paragraphe, une date, un drop-down, un menu déroulant, etc., etc. Je peux donner une description et je peux rendre ce champ obligatoire lors de la création de mon risque. Attendez, je reviens dans le menu, dans le registre du risque. Vous avez également des filtres. Filters. Dans Eramba, la manière dont tu formules les requêtes, c'est à travers les filtres. Si je clique par exemple sur filtres, les filtres, c'est un peu comme si vous vouliez faire des extractions et vous voulez que le logiciel aille dans la base de données de vos risques et fasse certaines extractions pour vous.
Donc, les filtres, c'est le moyen par lequel tu formules tes questions et notre logiciel te donne la réponse sous la forme d'un tableau comme celui que vous avez à l'écran. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'extraction. Donc, ce que vous avez là, c'est un filtre qui est appelé All Items. Donc, tous les risques sont là et vous avez 22 résultats qui sont affichés ici. Okay? Donc, c'est un filtre. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux déplacer des colonnes. Je peux, dans un filtre, hein, je peux déplacer des colonnes. Je peux maximiser des textes si je veux. Je peux exporter les données. Je peux déplacer les colonnes pour les reclassifier. Je peux, dans les options, décider d'exporter ce filtre-ci en format CSV. Je peux l'exporter sous format CSV. Donc, les filtres peuvent être exploités de plusieurs façons. Je peux changer le filtre, notamment en allant dans Filters, que vous avez à l'écran actuellement et qui est appelé All Items. Je peux le changer en cliquant sur Manage Filter. Vous avez Manage Filter qui est là et j'aurai une infinité de possibilités par rapport aux filtres que je veux créer. Donc, vous pouvez créer vos propres filtres, surtout si vous comptez les utiliser dans le futur. Donc, chaque option ici a ses conditions et tu peux décider si tu veux montrer ce champ ou pas. Par exemple, vous avez les catégories de champs, les traitements. Est-ce que je veux les filtres seulement pour les traitements des risques? Je veux les filtres pour les politiques de sécurité, pour les exigences de conformité, les projets, etc. Donc, vous pouvez décider de sélectionner ce que vous voulez voir s'afficher. Par exemple, je veux que mon filtre ne contienne pas quelque chose et je mets cette chose-là et je décide si le résultat doit présenter ce filtre-là ou pas. Okay? Et si je définis ce filtre, je peux donc sauvegarder pour pouvoir l'utiliser plus tard pour faire mes extractions. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour créer mes propres filtres et chaque option a ses conditions et tu peux décider si tu veux montrer ce champ ou pas dans la colonne du filtre. Donc, les colonnes, c'est véritablement ce que vous avez à l'écran là et vous pouvez créer ce que vous voulez voir s'afficher lorsque vous procédez à des filtrages. Donc, une fois que tu as enregistré un filtre, il va désormais apparaître ici dans le menu Filters et tu pourras l'utiliser donc quand tu veux. Si je veux par exemple savoir quels risques ont des revues expirées, je clique seulement sur le filtre correspondant. Vous avez Risk with Expired Review. Si je clique là-dessus, par exemple, le système va faire une extraction uniquement des risques qui ont des revues expirées. Donc, actuellement, il n'y en a pas. Le résultat devrait s'afficher. Donc, si je choisis un autre filtre, notamment les revues avec les délais qui sont prévus dans 2 semaines. Donc, je peux demander au système de me présenter uniquement les revues dont les délais sont prévus dans 2 semaines. Donc, quand vous aurez les données dans votre logiciel, naturellement, toutes ces données-là vont s'afficher. Les revues dont je peux demander au système de me présenter le top 10 des risques. Par exemple, les risques les plus importants. Et là, voilà, vous avez le filtre qui va extraire, n'est-ce pas, toutes ces données et vous les présenter. Et bien entendu, vous pouvez les exporter en format CSV. Ici, si je clique par exemple sur CSV, ça va procéder à l'extraction de ces données-là. Vous avez également un module rapport. Vous avez report qui est là, qui vous permet de produire des rapports. Par exemple, quand tu crées un filtre, comme nous venons de voir tout à l'heure, tu peux l'enregistrer parce que tu estimes que tu vas l'utiliser très souvent. Mais tu peux aussi te l'envoyer sous forme de rapport. Okay? Tu peux envoyer ce filtre-là sous forme de rapport. Donc, si tu vas à rapport, tu cliques sur report, tu peux cliquer sur
New Report. OK? Il faut cliquer sur New Report, créer une notification qui va envoyer le filtre que tu veux à la date que tu veux sous forme de rapport par mail. Par exemple, tu peux dire que je veux savoir quels risques vont expirer dans 2 semaines. Et là, vous créez un filtre et vous voulez que ce filtre-là vous soit envoyé automatiquement chaque semaine sous forme de rapport. Donc, chaque semaine, notre logiciel va générer le filtre et va vous envoyer ça par mail sous un format PDF ou bien CSV. Dans toutes ces fonctionnalités, vous allez avoir une collaboration permanente entre elles. Donc, que ce soit les rapports, les notifications et les filtres, c'est 3 fonctionnalités qui collaborent. Donc, vous pouvez créer une notification pour alerter lorsque certaines conditions sont remplies. Vous pouvez créer des rapports qui permettent au système de vous envoyer certains filtres que vous avez prédéfinis, etc., etc. Okay? Mais vous pouvez également utiliser les structures des rapports qui sont déjà prédéfinies dans le système ou bien définir vos propres rapports. Si je viens par exemple là, New Report, je peux donc créer une nouvelle structure pour mon rapport. C'est-à-dire que dans mon rapport, qu'est-ce que je veux obtenir? Et vous avez là un tableau qui s'affiche avec des widgets que vous allez juste glisser et déposer, n'est-ce pas, pour configurer votre rapport. Si vous voulez que votre rapport ait, par exemple, des graphiques, vous allez prévoir des graphiques juste là et le système va exploiter donc cette structure-là pour vous envoyer les rapports que vous souhaitez. Je reviens rapidement dans le module principal. Donc, comme nous l'avons vu, les risques sont des problèmes à résoudre. Et tout le monde peut créer aisément un risque avec des possibilités illimitées dans notre logiciel. Mais le vrai problème de la gestion des risques, c'est le traitement de ces risques et leur suivi. Créer un risque, c'est très facile, mais il faut pouvoir le traiter et le suivre. Donc, quand tu crées le risque dans notre logiciel, tu vas documenter ce risque-là, comme nous venons de le voir, avec les personnes impliquées. Okay? Vous avez les personnes impliquées là, GSI, risque GSI contact, risque originator contact. Et à un moment, tu dois dire à notre logiciel Eramba quel traitement tu as mis en place. Et vous avez là les traitements. Vous avez les risk treatment. Donc, quel traitement vous avez mis en place? Notamment, comme traitement, vous avez plusieurs options. Vous avez les exceptions, les projets, les politiques et les contrôles internes que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ces traitements ont chacun leur propre cycle de vie et doivent également être revus. OK? Donc, les exceptions et les politiques doivent être revues. Les contrôles doivent être audités. Il y a un module pour l'audit des contrôles. Les projets doivent être suivis. Par conséquent, dans le logiciel, Eramba va toujours utiliser le concept de statut. Pour te dire à tout moment si ces choses sont bien suivies ou pas. Okay? Les statuts, bon, disons les revues dans n'importe quel module de Eramba utilisent les commentaires et les pièces jointes telles qu'on l'a vu pour enregistrer les interactions entre les personnes impliquées. Donc, lorsqu'une revue a lieu, on a vu qu'on définit les revues, les dates de revue. Donc, lorsqu'une revue a lieu, toutes les discussions sont enregistrées dans les comments and attachments, ce qui facilite la responsabilisation et la traçabilité pour la surveillance du risque. Maintenant, cette traçabilité-là, c'est parce qu'il y a des dates de révision. Et à chaque révision, il y a un statut qui indique l'état de la revue qui a été fait. J'ai un risque, par exemple, prenons, qu'est-ce qu'on va prendre? Attendez, je vais rentrer.
jusqu'au début. Si vous avez un risque comme employee abuse due lack of background check, ok? Donc l'abus des employés parce qu'il n'y a pas de vérification des antécédents. Donc ça, c'est le nom du risque. Et vous voyez, il y a 3 revues prévues pour ces risques. Et vous avez les actifs qui sont liés à ces risques, les staffs, les consultants. Et si je mets le curseur sur ces actifs, vous allez voir un message qui s'affiche avec une couleur pour dire Review Deadline Approaching. La date de revue de cet actif approche. OK? Et si je déroule toujours dans la même ligne de ce risque-là, vous avez les menaces qui sont liées à ce risque, vous avez le traitement appliqué à ce risque, vous avez les contrôles internes. Bon, là, il n'y a pas de contrôle interne. Vous avez les politiques liées à ce risque. Si je mets le curseur sur la politique, ça m'indique l'état de cette politique. Et vous voyez, c'est OK. Le statut de cette politique, c'est OK. Pourquoi? Parce que cette politique qui est définie ici, dans Control Catalogue, Policies, a également son cycle de revue. Donc, lorsqu'on crée une politique, on définit également sa date de revue. Et à partir d'ici, dans mon module risque, je sais si la politique qui permet de maîtriser ce risque-là a été revue ou pas. OK? Et c'est la même chose pour les contrôles internes. S'il y a des contrôles internes prévus pour un risque, vous avez, à partir des statuts, vous avez donc un message avec des couleurs qui vous indique, n'est-ce pas, si ce statut-là est OK ou pas. Et donc, pour ces risques, vous avez non seulement ces statuts, mais vous avez également les personnes qui sont responsables du traitement de ces risques. Okay? Généralement, dans notre logiciel, il y a deux groupes de personnes qui sont généralement impliquées dans le suivi d'un risque. Il y a le risk originator, qui est généralement l'équipe de gestion des risques, ceux qui ont intérêt à ce que le risque soit créé. Et vous avez ça c'est le risk GSI contact, l'équipe de gestion des risques. Et vous avez le risk originator, qui est la personne, qui est le propriétaire du risque en fait, la personne dont l'activité génère ce risque-là. Bien entendu, ces noms-là, vous pouvez les changer et les redéfinir à votre convenance si vous implémentez le logiciel Eramba. Donc, vous avez donc les contrôles, les traitements, les politiques et tout, et chacun de ces éléments ou chacune de ces solutions a son propre module, et ces modules-là ont des statuts. Donc, à partir du module risque, vous pouvez connaître l'état de vos solutions. Maintenant, rentrons au niveau des risques, et vous allez voir donc ces statuts. Il y a une colonne pour les statuts. Par exemple, il faut savoir que nous avons mis le curseur sur le contrôle, par exemple, et Eramba nous a dit que ce contrôle existe et il mitige un risque considéré comme dangereux, avec le rouge vif que nous venons de voir. Mais le contrôle peut aussi indiquer que le dernier audit a expiré. Vous avez contrôle last audit expired. Okay? Ce qui veut dire que ce contrôle-là n'a pas été testé à temps et on ne sait donc pas si le contrôle fonctionne encore ou pas. Et si ça ne marche pas, alors tu es en train de mitiger quoi? OK? Donc, soit je mets mon curseur sur les politiques, comme je viens de le voir tout à l'heure, et tu as les statuts. Sur le contrôle interne, tu as les statuts. Sur les politiques, tu peux savoir directement les statuts, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Autant, quand je reviens au niveau du risque, j'ai une colonne statut. Donc, quand tu reviens donc sur le statut du risque, tu vas voir que tu as aussi le même statut lié à la solution du risque qui s'applique ici.
OK? C'est écrit là parce que le risque a hérité du statut de vos solutions. Donc, c'est une approche fondamentale dans notre logiciel qui montre que quand tu as un problème et tu dis à quelqu'un que tu as des solutions en place, ce n'est pas suffisant de le dire. Tu dois faire le suivi de tes solutions. Sinon, tes problèmes vont hériter de ces statuts et refléter la réalité de ton organisation. Donc, créer le risque, c'est une chose. Tout le monde peut le faire. Trouver les problèmes, c'est facile. Mais définir les solutions, les implémenter, faire le suivi de ces solutions, c'est là où le vrai challenge se trouve. Et Eramba vous donne, ou vous aide plutôt, à faire le suivi à travers les statuts. Donc, la fonctionnalité statut est prévue pour gérer, n'est-ce pas, et suivre l'état de vos risques à travers l'efficacité des solutions que vous avez définies. Donc, chaque fois qu'un statut signale, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez créer des notifications. On revient encore sur les notifications pour notifier ceux qui sont impliqués dans la gestion de ces risques-là, ou bien ceux qui sont censés tester ces risques-là, pour les notifier, pour dire qu'il y a un risque dont le statut indique que la revue n'a pas été faite. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? OK? Donc, Eramba vient avec des statuts par défaut, mais tu peux aussi définir tes propres statuts. OK? Tu peux définir tes propres statuts. C'est pour ça que dans le menu, en haut, vous avez un menu statut. Si je clique là-dessus, tu as plein d'options qui s'affichent pour créer ces choses-là. Et rappelez-vous que des notifications peuvent être déclenchées lorsque ces différentes couleurs s'allument ou s'éteignent en fonction de ce que vous aurez créé. Donc, je peux ajouter de nouveaux statuts en cliquant sur Add New Status et je définis le nom du statut, la description, la couleur du statut. Je veux que ce statut-là se matérialise comment dans le logiciel et je peux décider de l'activer ou pas. Je peux également définir pour ce statut les conditions qui doivent être réunies pour que ce statut-là s'allume. Okay. Donc, l'une des fonctionnalités les plus importantes du logiciel pour le pilotage des risques, c'est les statuts. Vous avez également des rapports, le menu rapport, report. Pour créer un risque dans le système, on vient de le voir, ce n'est pas difficile. Tu vas ajouter dans Action, okay, pour créer le risque, et tu peux même importer un fichier CSV. Si tes risques sont déjà dans un spreadsheet, c'est-à-dire dans un fichier Excel, par exemple, tu peux configurer ton fichier Excel selon le template accepté par Eramba et l'importer en fichier CSV. Ou bien, tu peux ajouter les risques ligne par ligne en cliquant sur Add. On vient de le voir et tu vas donc remplir les différents champs qui sont là. Tu remplis les différents champs qui sera impliqué, etc. Au niveau de l'analyse, tu vas définir les menaces, les vulnérabilités. Au niveau des traitements, tu vas définir quel type de traitement existe pour ces risques. Est-ce qu'il y a des contrôles internes, les politiques, les exceptions, les projets, etc., etc. Et tu vas définir également le plan de réponse à ces risques qui peuvent être définis ici. Donc, il y a un module pour la continuité d'activité également. Mais, vous pouvez également cliquer sur API, là à l'extrême droit du menu, pour connecter Eramba à votre système actuel et exploiter les données qui sont déjà dans votre système. Donc, la vraie question, c'est comment tu utilises les données dans Eramba. En dehors des filtres, tu as aussi les rapports. Si je clique par exemple sur rapport, dans Eramba, tu as deux types de rapports. Il y a les rapports par section, les rapports sur une section, appelé Section Report,
les rapports sur un élément appelé item report. De toutes les façons, il s'agit des templates que tu peux créer en cliquant, n'est-ce pas, sur système create, donc système report créer, ou bien new report. Tu peux cliquer sur new report, comme on l'a vu tout à l'heure, pour créer toi-même tes rapports. Donc, les templates sont juste des widgets que tu peux glisser et déposer ici et constituer ta propre structure de rapport, et le logiciel la remplira avec les données en fonction de ta demande. Donc, revenons un peu sur le menu. Le item report, c'est ce que tu utilises pour expliquer un item. Donc, pour les item report, tu peux venir ici dans report item et demander au logiciel de te présenter le rapport d'un item que tu as déjà créé. Il faut créer ces rapports-là comme on vient de le voir, et le système, à chaque fois que tu vas demander, il va te présenter ce rapport. Mais tu peux également aller sur chaque risque, voir le menu de ce risque en particulier. Si tu cliques là, tu auras report, le rapport de ce risque-là. Okay? Tu peux cliquer sur système report pour que le système te présente le rapport de ce risque en particulier. Donc, le item report, c'est ce que tu vas utiliser pour expliquer un élément de risque. Donc, chaque risque est un item. Si tu veux, par exemple, expliquer ce risque de manière plus graphique, donc tu viens, comme on a dit là, et tu ouvres, et Ramba va prendre ton template et le publier avec les données spécifiques de ce item. Comme tu le vois, il y a le titre du risque qui va s'afficher, les attributs de base de ce risque, les revues, n'est-ce pas, que ce risque a subi ou bien qui ont eu lieu par rapport à ce risque. Vous avez les objets qui sont liés à ce risque, appelle les actifs, les contrôles, les politiques, les vulnérabilités, les menaces. Vous avez les traitements de mon risque, les options de traitement qui sont disponibles. Et en bas, vous avez la matrice de ce risque-là. La matrice-ci est créée par rapport aux configurations que nous avons faites précédemment, hein, avec la classification, les méthodes de calcul, l'appétit pour le risque, etc., etc. Donc, le risque vous présente donc cette matrice en se basant sur ces paramétrages que nous avons faits. Bref, il y a plusieurs façons d'exploiter les rapports. Et vous pouvez télécharger, attendez, je reviens, vous pouvez télécharger ce rapport que nous venons de voir en fichier CSV ou demander au logiciel de vous l'envoyer par mail sous forme de rapport. Donc, si je viens là, item report, j'ouvre par exemple ce item report, je peux éditer. Voilà. Donc, ça, c'est pour paramétrer. Donc, une fois que j'ai paramétré et que j'ai un item report, ou bien je veux que le système m'envoie périodiquement sous forme de rapport tous les risques que nous avons définis dans les filtres, en fonction des filtres, je peux le paramétrer également. Donc, tu as les titres des risques, les attributs, comme on l'a vu. Donc, je peux demander là, attendez, je demande le rapport, système report pour ce risque. Et vous allez voir qu'en bas, il y a download, qui veut dire télécharger. Donc, je peux télécharger ça directement sous format CSV pour pouvoir présenter lors d'une réunion, présenter la situation d'un risque ou bien échanger avec les auditeurs par rapport au niveau de maîtrise de ce risque-là. Donc, le rapport sur la section, c'est un rapport beaucoup plus général. Quand je clique sur report, j'ai section report. Si je vois view, si je clique sur view et section report, ça prend tous les items de ce module et ça met ça, ou ça met toutes ces données dans un seul rapport sommaire. Donc, au lieu de regarder un seul élément spécifique, comme on a vu tout à l'heure, tu verras tous les items
dans un seul et même rapport. Donc, comme tu peux le voir, on a la matrice de mes risques avec tous les risques. On a des schémas, on a le score de mes risques. On va voir les exceptions créées par rapport à ces risques, la durée des exceptions, etc., etc. Donc, j'ai pris là un rapport qui n'est pas très dense. Je peux prendre Section Report. Donc, on peut voir un rapport qui a d'autres éléments. Quoi qu'il en soit, tous les graphiques que tu auras prédéfinis pourront être envoyés par mail ou bien tu pourras le télécharger pour pouvoir justifier auprès des auditeurs ou bien des contrôleurs la situation d'un risque. Donc, dans un rapport, tu peux avoir les scores des risques pour voir l'évolution du score avec le temps, les options, les parties prenantes, tous ceux qui étaient impliqués dans le suivi de ce risque-là. Bref, tu peux avoir tellement de graphiques que tu peux utiliser pour expliquer aux gens comment tu fais pour gérer, n'est-ce pas, les risques dans l'entreprise. Mais n'oubliez pas que si vous utilisez d'autres systèmes comme BI ou d'autres systèmes, Eramba peut toujours interroger vos systèmes avec le API que vous avez à droite là, et importer les données directement dans la base de données de Eramba. Donc, en matière de rôle, attendez, je reviens là sur le menu principal. Je sors des exceptions. Ah voilà, j'étais dans les exceptions, c'est pour ça que les rapports ne présentaient pas bien. Voilà, si je reviens sur le menu principal, attendez, voilà, je clique sur rapport, comme je le disais tout à l'heure, section report, je vais prendre asset risk report, si je clique sur view, voilà, vous voyez que le contenu est différent. Et si j'interroge un autre rapport, le contenu sera également différent en fonction de ce que j'ai défini en amont. OK. Je vais déplacer ce truc. Si je vois cette section qui a 3 risques, je demande le rapport que je peux télécharger, hein, ou bien paramétrer pour que le système me l'envoie. Voilà. Ici, on a 22 risques, etc., etc. Donc, vous allez définir vous-même vos rapports avec les différents tableaux que le système va vous envoyer automatiquement. System Report Section. Et ça peut varier hein, en fonction des filtres que vous avez prédéfinis en amont tels que nous avons vu. Voilà. Donc, voilà un rapport prédéfini qui est beaucoup plus complet. Donc, vous avez dans ce rapport de section, vous avez le résumé des risques liés aux actifs avec la matrice des risques qui a été définie. Et vous allez voir que dans cette matrice, Eramba vous indique clairement que vous avez, par exemple, 4 risques qui sont, non, 8 risques qui sont au rouge. En fonction de la position des risques dans la matrice, hein, 8 risques rouges, 5 risques rouges. Vous avez 3 risques rouges ici, un risque rouge placé dans cette position. Et vous avez les risques moyens, 9 qui sont en vert, 9 qui sont également dans une autre couleur et tout. Et vous avez les risques scores, les scores de risque avec leur évolution dans le temps, avec les dates. Vous avez les risques par option de traitement. OK? Mitigate, vous avez 22 risques qu'on a choisi comme option de le mitiguer ou bien de le réduire. Vous avez le top 20 des risques honneurs, OK, qui peuvent être présentés sous forme de graphique également avec les différents départements. Vous avez le accumulated risk by owner. Donc, pour chaque honneur, on ressort concrètement les risques qui le concernent. Et vous avez plusieurs tableaux qui traduisent cela. Et vous avez le top 10 des risques, des menaces
avec leur label hein, qui permettent de comprendre le graphique qui est là. Vous avez le top 10 des vulnérabilités, etc., etc. Et je peux le télécharger pour le présenter lors d'une réunion ou bien le présenter aux auditeurs qui demandent les preuves, n'est-ce pas, quant à la maîtrise de mes risques. Voilà, donc, créer les risques dans Eramba est très simple, mais il faut comprendre que ces risques-là ont des interrelations avec d'autres modules qui sont des modules liés aux solutions. Et ça remplit le premier principe qu'on a vu tout à l'heure. À chaque problème, vous devez définir ou bien dire à Eramba comment est-ce que vous procédez ou bien quelle solution vous avez par rapport à ce problème-là. Maintenant, tous les modules de notre logiciel utilisent des rôles. Cette fonctionnalité nous aide à comprendre qui possède quoi, qui a accès à quoi, qui peut voir quoi lorsqu'il utilise notre logiciel. Okay? Donc, à quelques exceptions près, vous ne pouvez voir que ce que vous possédez dans Eramba. Et ces rôles-là sont définis dans System, Settings. Okay? C'est là-dedans qu'on va définir les rôles, on va créer les différents groupes et différents départements et attribuer des rôles à chacun dans le logiciel. Donc, dans le module risque, nous avons deux rôles. Vous avez le DSI contact, qu'on peut appeler également la partie prenante, c'est-à-dire la personne ou le groupe dont l'activité ou les tâches. Non, GSI contact s'appelle les propriétaires du risque. On peut les appeler propriétaires, par exemple, c'est-à-dire la personne qui a intérêt à ce que le risque soit enregistré et traité. Et là, ce sera le risk manager, par exemple, ou l'équipe de gestion des risques. OK? Et vous avez le risk originator et contact qui concerne la personne ou le groupe dont l'activité ou les tâches créent le risque. Donc, il s'agit également de la personne qui, par défaut, sera responsable des évaluations du risque dans les revues dont on a parlé il y a un instant. Donc, lorsqu'un risque est créé et que des revues sont automatiquement créées, c'est le GSI, c'est le Risk Originator Contact qui est le propriétaire du risque. Okay? Parce que c'est son activité qui crée le risque, c'est lui qui est affecté au quotidien par ces risques. Maintenant, si vous n'aimez pas ces désignations, vous pouvez utiliser la fonction Customization qu'on a vu tout à l'heure, personnalisation du logiciel, pour les remplacer par le nom de votre choix. La personnalisation vous permet de renommer, d'ajouter, de masquer, de déplacer des champs et des onglets dans n'importe quel formulaire et n'importe quel module. Ça veut dire que les mêmes modules qu'on a ici, on va les retrouver, que ce soit dans le module Compliance, conformité, dans le module, on a politique, dans le module politique, projet, dans le module conformité, dans le module contrôle interne, dans le module gestion des actifs ou le module business unit, c'est pratiquement les mêmes fonctionnalités ou le même menu qui va s'afficher. Donc voilà comment notre logiciel offre des possibilités immenses pour automatiser vos processus de GRC. Mais au-delà de ce module risque, vous pouvez littéralement transformer l'ensemble de vos processus de gouvernance, de risque et de conformité avec notre logiciel Eramba parce que cela intègre plusieurs modules. Ce webinaire se focalisait uniquement sur ce module gestion des risques. Donc, le logiciel intègre et automatise l'ensemble des process que nous venons de voir avec beaucoup de simplicité. Donc, vous avez la gouvernance, vous avez la gestion des projets, gestion des politiques, vous avez même les programmes de sensibilisation qui peuvent être lancés à partir du logiciel automatisé. Vous avez les exigences de conformité, vous avez les évaluations en ligne, c'est-à-dire si vous voulez tester ou évaluer la compréhension, par exemple, des politiques ou des procédures par les opérationnels, vous pouvez créer des évaluations
en ligne. Vous avez naturellement le module risque que nous venons de voir. Vous avez des contrôles internes que vous devez créer avec des plans de continuité d'activité, des politiques. Et vous avez également les actifs qu'il faut créer et les attacher au risque. Et vous avez donc les business units qui peuvent être des fonctions de votre organisation à qui nous allons donner des responsabilités spécifiques dans la surveillance des risques au quotidien. Donc voilà pour ce qui est, n'est-ce pas, des fonctionnalités clés relatives à la gestion des risques de notre logiciel Eramba. Donc, si vous avez un besoin quelconque d'automatisation et que vous souhaitez un logiciel non seulement qui est moins coûteux, mais qui intègre beaucoup de fonctionnalités, vous pouvez donc nous contacter. Et Global Elite Conseil est l'unique partenaire, bien le partenaire exclusif de Eramba en Afrique francophone. Donc, vous pouvez nous contacter et nos experts certifiés par Eramba vont vous accompagner donc dans la prise en main efficace de notre logiciel Eramba. Donc, si vous venez là, non, disons que je vais vous montrer ça lors d'un autre webinaire. Donc, voilà comment automatiser vos processus de gestion des risques. Donc, s'il y a des questions, je vais prendre quelques questions dans le chat. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Et je vais prendre quelques-unes. Mais sinon, vous avez le groupe WhatsApp Audit Connect et le groupe Telegram Audit Connect. Vous avez des risques radar que nous avons mis en place dans lesquels vous pouvez donc poser toutes vos questions à la suite de ce webinaire. La semaine prochaine, nous allons présenter comment automatiser, n'est-ce pas, son programme de conformité, notamment avec le module Compliance Management de notre logiciel.